Leïla Slassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et l'un des visages de la lutte contre les discriminations faites aux femmes. En 2018, vous avez participé au mouvement Massaktash et cofondé le collectif éponyme. Aujourd'hui se tient le procès en appel d'une affaire qui a choqué le Maroc. Une petite fille âgée de 11 ans, victime de viols collectifs à répétition pendant plusieurs mois, aujourd'hui maman d'un petit garçon né à la suite de ces violences. Les agresseurs n'ont pas été condamnés à des peines dépassant les 2 ans de prison. En 2020, le collectif Massaktash publiait une étude qui révélait le caractère récurrent du laxisme judiciaire dans ce type d'affaires. 3 ans plus tard, il semble que la situation soit toujours la même. Absolument. Malheureusement, cette affaire qui aujourd'hui nous bouleverse tous est d'une malheureuse banalité dans notre pays. Elle est le reflet d'un traitement qui est absolument laxiste de ces affaires dans nos tribunaux, et c'est précisément les conclusions de cette étude que nous avons menée. On a analysé 1169 affaires qui ont été portées sur l'ensemble des tribunaux du royaume, donc sur les 21 juridictions que compte notre pays. On s'est aperçu que lorsqu'il n'y avait pas d'acquittement et lorsqu'il n'y avait pas de peine de prison avec sursis, la moyenne des peines était de 3 ans et 1 mois dans des affaires de violences faites aux femmes, sachant que pour 2 tiers de ces affaires, il s'agissait de victimes mineures. Et puis il y a ce chiffre tiré lui aussi de votre étude, 80% des détenus condamnés pour viol ont écopé de peines inférieures à celles prévues par la loi. Dans le cas de l'affaire dont le procès s'ouvre aujourd'hui, le jugement n'a pas retenu le viol mais l'attentat à la pudeur, puni plus faiblement, et qui a permis lors du premier procès cette très grande remise de peine. L'attentat à la pudeur n'est pas puni plus faiblement, mais l'attentat à la pudeur n'est pas un viol. Un viol est un viol, l'attentat à la pudeur est un attentat à la pudeur. Et ça révèle également une autre problématique aujourd'hui du traitement de ces affaires, c'est qu'on ne les nomme pas par leur nom et on ne dit pas ce qu'elles sont. Dans cette affaire, je rappelle qu'il y a eu donc un viol, s'en est même suivi une grossesse. Il ne s'agit donc pas d'un attentat à la pudeur, et c'est évident. Donc pourquoi a-t-on refusé de qualifier et de nommer cet acte comme il se doit? Ça reste un mystère, mais là encore, il semblerait qu'il s'agisse d'une pratique courante, puisqu'il y a finalement très peu d'affaires qui sont qualifiées de viol devant nos tribunaux comparées à celles qui sont qualifiées autrement. Là, en l'occurrence, le procès a pu être mené en appel parce qu'il y a eu des mobilisations très fortes de la société civile. Quelle est la prise de conscience dans la société par rapport à ce phénomène? Est-ce que les choses peuvent évoluer? Bien oui, nous avons que par le passé, des mobilisations similaires ont permis des changements. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quel changement voulons-nous? Aujourd'hui, cette affaire nous émeut tous. Il faut que nous gardions tous en tête qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Maintenant, selon nous et les études que nous avons menées au sein du collectif Massaktash, il ne sert à rien de venir demander un changement de la loi, puisque en l'espèce, ce n'est pas tant la loi qui semble être problématique, mais son interprétation et son application. Nous avons quand même dans le jugement qui nous bouleverse aujourd'hui des circonstances atténuantes qui ont été retenues, et notamment une qui doit vraiment nous interpeller, où donc le jugement considère que on va appliquer une peine plus faible en considération du fait que les peines prévues par la loi sont trop lourdes. Donc oui, on peut avoir un changement. On en a eu par le passé. Je pense à l'affaire Amina notamment. Je pense à l'affaire Khadija qui avait donné lieu à des sanctions extrêmement lourdes. Je pense à l'affaire Amina qui avait donné lieu à l'abrogation d'un alinéa du code pénal. Mais dans cette affaire-là, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Et nous devons, plutôt que demander le changement de la loi ou du code, nous interroger sur son application et sur les causes de cette mauvaise interprétation de la loi et application de la loi. Et nous pensons, nous, au sein du collectif Massaktash, qu'une formation de tous les professionnels en charge de la réception de ces plaintes jusqu'à leur jugement doivent être formés et doivent prendre conscience de ce que sont les violences sexuelles pour mieux les traiter, pour mieux les sanctionner, pour mieux les appréhender, pour mieux accompagner les victimes dans le cadre de ce processus. On rappelle en fait que le Maroc a connu des avancées en la matière avec l'instauration des cellules de prise en charge des violences faites aux femmes qui sont aujourd'hui déjà disponibles dans nos tribunaux, nos gendarmeries, nos commissariats. Il y a de petites avancées et il faut le rappeler. Maintenant, elles sont timides. Ces avancées nous disent que ceux qui nous gouvernent savent que le problème existe. Maintenant, il semblerait qu'il ne soit pas correctement appréhendé et il faut véritablement poursuivre ces
ses efforts, il est démultiplié parce qu'aujourd'hui, le traitement qui est réservé à ces affaires-là est absolument indigne. Certains avocats évoquaient aussi la nécessité de la mise en place de chambres criminelles dédiées uniquement à ces affaires de violences sexuelles ou encore l'instauration de peines planchers pour éviter justement des circonstances atténuantes qui permettraient des affaiblissements de peine. Absolument, on peut comprendre qu'une personne qui serait dans un état de nécessité vole. Ça pourrait être une circonstance atténuante. Moi, j'ai sincèrement du mal à comprendre ce qui peut atténuer et ce qui peut constituer une circonstance atténuante d'un viol. Qu'est-ce qui peut atténuer la peine d'un viol? Donc oui, effectivement, supprimer la possibilité qu'ont les juges de trouver des circonstances atténuantes dans des affaires de viol de mineurs en particulier et d'attentat à la pudeur me semble être une option qui nous permettrait d'aller plus vite dans cette prise de conscience. Et j'ai une dernière question. Ce procès en appel qui se tient aujourd'hui devait se tenir la semaine dernière. Il a été reporté afin d'entendre un témoin, une autre petite fille présente régulièrement lors des faits. Est-ce qu'on en sait plus sur cette petite fille et sur ce qu'elle a raconté au juge ? Pour l'instant, non. Le jugement en première instance a complètement fait l'impasse sur l'histoire de cette petite fille, qui, je rappelle, est mineure également. À la lecture du jugement, on comprend qu'elle aurait accompagné l'un des agresseurs et été sa complice, certainement forcée. Donc, effectivement, c'est important qu'on recueille son histoire et on peut légitimement imaginer qu'elle a également fait l'objet de violences. Maintenant, c'est très bien que ce procès en appel fasse également la lumière sur son histoire à elle et sanctionne ceux qui l'auraient éventuellement agressée. Maintenant, c'est un procès qui pourrait prendre du temps. En général, ce type de dossier ne se traite pas en une audience. Il y a effectivement de nombreux reports pour assurer la défense des accusés, pour permettre au juge de saisir tous les contours de l'affaire. Et c'est aussi peut-être quelque chose qui est problématique. Aujourd'hui, les juges, lorsqu'ils traitent ces affaires, ils traitent ces affaires entre autres affaires. Donc c'est aussi ces procès fleuves où il y a de multiples reports et où entre deux audiences peuvent se dérouler de multiples reports aussi, à mon sens, ne permet pas d'appréhender toute la mesure des affaires. Alors ça vaut pour les affaires de violence faites aux femmes, mais ça vaut aussi pour toutes les autres affaires. Bien, nous suivrons avec attention les suites et le déroulement de ce procès. Merci beaucoup, Leïla Slassi, de votre passage sur Média. Je vous remercie.